Merci beaucoup et désolé pour le bruit assourdissant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce séminaire d'aujourd'hui en visioconférence de la mise en observation à la mesure de protection. Ce webinaire a été organisé suite à un premier séminaire le 6 décembre 2024 où nous avions, au niveau de la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, eu la joie de pouvoir présenter les nouvelles dispositions prévues par la loi du 16 mai 2024 qui modifie la loi du 26 juin 1990 et qui désormais est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Compte tenu du succès de ce séminaire en présentiel, nous avons organisé ce webinaire et d'emblée, je voudrais remercier le professeur Gérald Schittereux, qui est médecin responsable de l'unité de crise des cliniques universitaires de Saint-Luc, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la modification de la loi de 90 et qui va nous présenter aujourd'hui les principales modifications de ce dispositif légal. Nous saluons aussi la présence de Donatien Maquet, qui est l'adjoint à la coordination fédérale des réformes en santé mentale au niveau du service public fédéral santé publique. Merci Donatien d'être avec nous. Donatien nous aidera pour l'une ou l'autre précision qui concerne cette modification légale, le micro étant donné aujourd'hui principalement au professeur de Schittereux. Quelques modalités pratiques. Vous n'aurez pas l'occasion, puisque vous êtes très nombreux, et je vous remercie d'assister à ce séminaire. Vous êtes plus de 300 à vous inscrire. Nous n'aurons pas l'occasion de répondre à toutes vos questions et permettre, je dirais, une interaction de manière très facile. Raison pour laquelle nous prendrons note des questions que vous voudrez bien poser dans le chat, que nous les enregistrerons et nous tenterons de vous donner des réponses, si pas aujourd'hui, en tout cas en synthèse, certainement plus tard par écrit. Il est clair aussi que cette nouvelle modification légale apporte énormément de questions. Toutes les réponses ne peuvent pas encore être données au fur et à mesure de l'évolution du temps. J'imagine bien que ce dispositif sera également clarifié encore pour l'avenir. Je voulais simplement vous remercier au nom de la plateforme bruxelloise pour la santé mentale d'être aussi nombreux à porter un intérêt pour cette question importante qui touche la privation de liberté. Vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous êtes assistant social, vous êtes éducateur, vous êtes très nombreux sur le terrain à vouloir comprendre ces nouvelles mesures légales. Les objectifs de cette loi sont au nombre de 6. Je le rappelle simplement, le premier objectif, c'est de réduire le traumatisme qui est celui des personnes qui sont privées de liberté et réduire la stigmatisation. Le deuxième objectif est la clarification de la notion de trouble psychiatrique. Le troisième objectif, c'est réduire, pour autant que faire se peut, le recours à la procédure d'urgence. Le quatrième objectif, c'est d'utiliser un modèle standard au niveau des rapports médicaux qui sont destinés aux magistrats. Le cinquième objectif est celui d'impliquer davantage la personne elle-même et son environnement. Et le sixième objectif poursuivi par la législation actuelle, c'est d'introduire le traitement volontaire sous condition. Ces 6 objectifs seront précisés et détaillés par le professeur de Schittereux, à qui je vais laisser la parole dans 30 secondes. Et je le remercie encore de son implication. Ik zou graag ook in het Nederlands een klein woordje willen zeggen. De webinar zal in het Frans doorgaan, maar aarzel zeker niet om vragen in het Nederlands te stellen. Trouwens wil ik de nadruk leggen op het feit dat de federale overheid binnenkort op 12 maart 2025 tussen 10 uur en 12 uur eveneens een webinar zal organiseren
ouvre des thématiques. Donc, le 12 mars 2025, les autorités fédérales organisent un webinaire bilingue qui sera traduit en néerlandais de 10 heures à 12 heures le 12 mars, auquel vous pouvez vous inscrire via le site du SPF. Je vous souhaite un excellent webinaire. Donatien Maquet interviendra, comme je l'ai dit, à bon escient quand ce sera nécessaire. En tout cas, merci d'être présents aussi nombreux et je vous souhaite de profiter pleinement de ce webinaire. Dernière précision, celui-ci est enregistré pour faciliter, je dirais, la rédaction d'une synthèse qui vous sera envoyée. Nous avons vos adresses mail, nous pourrons vous l'adresser et on examine la possibilité technique de pouvoir vous envoyer l'enregistrement si nécessaire. Bon séminaire à tous. La parole est à toi, Gérald. Juste avant que Gérald débute, si je peux me permettre, pour préciser que le webinaire qui aura lieu le 12 mars sera également un webinaire informatif. Donc, l'essentiel des informations que Gérald va vous transmettre aujourd'hui, ça sera assez similaire au niveau du webinaire du 12 mars. Comme ça, vous le savez, en tout cas pour votre information. Voilà, pour le reste, je vais surtout laisser Gérald faire la présentation et j'interviendrai vraiment s'il y a quelques éléments de précision, mais ça sera surtout Gérald, votre orateur aujourd'hui. Voilà, je te laisse, Gérald. Merci Luc, merci Donatien. Je vais tout de suite voilà, prévoir une... Est-ce que c'est visible comme ça? Oui. Donatien, vous voyez ma présentation? Oui, oui. Oui, Parfait. on voit très bien. Mais donc merci à tous et à toutes d'être là. C'est donc un exposé que je vais faire. Je propose de faire quelques moments de pause pour voir s'il y a des questions dans le chat et répondre pas uniquement tout à la fin de cette présentation. Donc effectivement, de la mise en observation à la mesure de protection que prévoit la nouvelle loi de privation de liberté en vue de soins, en vue des soins. Et donc, par rapport à ça, je vous propose un webinaire en 4 temps. Quelques constats sur la loi ancienne du 26 juin 90 et puis les constats par rapport à la pratique de la mise en observation devenue mesure de protection. Vous détaillez dans un deuxième temps les mesures de protection qui reprennent en partie ce qui existait déjà, mais qui complètent l'arsenal que nous pouvons maintenant, dont nous pouvons maintenant disposer pour aider les personnes à aller mieux. Un troisième temps sera consacré aux autres modifications de la loi. Le temps étant limité, je vais parfois aller assez vite sur certaines modifications. Et puis, je vous proposerai aussi quelques réflexions conclusives. Et comme l'a dit Donatien, il interviendra si jamais eh bien, mon exposé nécessite des compléments d'information ou des précisions que je n'aurais pas données. Et donc, en préambule, j'aime bien rappeler que la privation de liberté, c'est quelque chose d'important dans une société démocratique, et de dire qu'a priori, cette privation de liberté, elle est eh bien, l'apanage, l'exclusivité du monde judiciaire, qui peut décider que quelqu'un qui a commis un délit, un acte délictueux, parfois des choses plus graves, eh bien, puisse être privé de liberté. La loi du 26 juin 90, modifiée par la loi du 16 mai 2024, elle précise des conditions dans lesquelles des personnes peuvent être privées de liberté à la seule condition de les soigner. Et parfois, ces personnes n'ont commis aucun acte délictueux, n'ont commis aucun fait répréhensible. Et donc, c'est quelque chose d'important. C'est l'idée que une société démocratique, eh bien, c'est toujours le juge, et en l'occurrence ici le juge de paix, et parfois son acolyte des urgences, le substitut du procureur du roi, qui peut décider d'une privation de liberté. J'illustre cela en mettant 2 films qui m'ont vraiment bien plu, en tout cas par rapport aux conceptions psychiatriques, hein, Roi et Reine de Arnaud Desplechin et Très bien, merci, qui est un exemple d'utilisation abusive d'une loi de privation de liberté. Et donc, bien sûr, merci à la plateforme et à tous ses représentants, Wafa, Ajar, Philippe et Luc, pour leur soutien par rapport à cette présentation. Alors, quelques constats concernant la privation de liberté en vue de soins,
je ne vais pas réinsister sur la dimension en vue de soi, vous l'avez compris. Eh bien, il y a eu différentes lois en Belgique qui se sont succédées, hein. La première date de 1850, elle a été modifiée par une loi de 1873, et puis il a fallu attendre une nouvelle loi du 26 juin 90 qui a complété, mais qui a précisé et qui a notamment favorisé la judiciarisation de cette décision de privation de liberté. Et cette loi du 26 juin 90, elle a été complétée, elle a été modifiée par une loi du 20 février 2017 qui concernait essentiellement l'information et l'implication des proches de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique. Et puis maintenant, il y a effectivement la loi du 16 mai 2024 qui modifie également la loi du 26 juin 90. Il y a d'autres jalons par rapport à ces modifications que je vais vous présenter. Eh bien, j'ai répertorié l'avis du CFH, le Conseil fédéral des établissements hospitaliers de 2015. Et puis, il y a eu ce groupe de travail que j'évoque sur la partie droite du slide, qui a été installé par Koen Gaines, ministre de la Justice, et Maggie De Block, ministre de la Santé à l'époque, qui émane d'une décision en 2015, qui s'est mis en place en 2018. On s'est réunis pendant quasiment 3 ans. Et donc, effectivement, ça aboutit à un projet de loi, un avant-projet de loi en mars 2023, et enfin un projet de loi en décembre 2023. Et donc, la loi a été votée le 16 mai 2024 avec une parution au Moniteur le 26 mai 2024. Ce groupe de travail qui a été mis en place, eh bien, réunissait vraiment toute personne intéressée par la question de cette loi, des directeurs d'hôpitaux, des juges de paix, des greffiers, des magistrats du parquet, des avocats, des psychiatres, et même des proches par rapport à des personnes souffrant d'affections psychiatriques. Et nos travaux se sont terminés juste avant le début du Covid, en tout cas on les a arrêtés pendant le Covid, et puis on a eu un rapport qui a été terminé en novembre 2022, voilà pour le rétroacte. Alors, quelques constats, vous savez que ce sont des choses importantes. Bien, sur Bruxelles, puisque ici on parle au niveau de la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, eh bien, les services agréés sont souvent remplis, avec souvent une nécessité de devoir mettre fin à une hospitalisation pour accueillir un nouveau patient qui subit une mesure de protection, que l'imposition elle est devenue la norme. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais donc aujourd'hui, on ne voit pas où il y a une place. C'est une répartition randomisée des patients entre les différents services agréés qui accueillent ces personnes privées de liberté. Et que le modèle bruxellois, je pense qu'on peut le dire comme ça, est un modèle qui a servi un petit peu d'exemple à certains égards dans les avancées de la loi et dans les travaux préparatoires de cette loi. Vous le savez qu'il y a parfois des mises en observation, comme on le disait à l'époque, qui sont contre-indiquées, notamment par rapport à des personnes souffrant de troubles neurocognitifs, par rapport à des personnes qui ont d'autres problématiques qui ne rentrent pas dans le cadre de cette loi, et que c'est important de rappeler que la plateforme a aussi édité des recommandations de bonnes pratiques, et notamment l'idée que quelqu'un qui est sous l'effet de substance, donc qui est dans un état confusionnel, eh bien, il ne faut surtout pas demander une évaluation psychiatrique dans le cadre de la loi. Il faut pouvoir le priver de liberté quelques heures. C'est ce qu'on appelle un état de nécessité. C'est l'article 458 bis du Code pénal qui permet effectivement d'arrêter quelqu'un qui serait en danger. Et si on ne le fait pas, on peut être passible de non-assistance à personne en danger. Et que par rapport à cela, donc je le répète, mais quelqu'un qui est sous l'effet de substance, il ne faut pas faire une demande d'évaluation psychiatrique dans le cadre de la loi de privation de liberté en vue de soins, mais plutôt de se dire on l'arrête quelques heures, on le garde aux urgences ou dans le lieu adéquat, et effectivement, ensuite, une fois qu'il a métabolisé le produit incriminé, eh bien, on voit si cette personne nécessite d'autres soins et éventuellement, à ce moment-là, faire l'usage de la mesure de privation de liberté. Sur Bruxelles, depuis quelques années, quasiment une dizaine d'années, avec l'éclosion des équipes mobiles, il y a un partenariat avec la police pour former la police au niveau des enjeux de la santé mentale et de la psychiatrie, et que par rapport
à cela, il y a depuis 1 an maintenant le développement de 2 équipes mobiles d'urgence psychiatrique qu'on appelle les équipes EMUT, qui complètent le dispositif d'équipe mobile de crise et qui permet, on l'espère, aussi de diminuer le recours à la loi pour pouvoir aider quelqu'un qui manifestement n'est pas bien sur le plan psychiatrique. Bien sûr, à Bruxelles, il y a le double filtre, c'est-à-dire qu'il y a le filtre de la requête, et la requête peut être portée soit par la police et le parquet, soit par un soignant, soit par toute personne intéressée, mais qu'à Bruxelles, on ne peut pas hospitaliser tout de suite. Il y a ce passage par une des 4 salles d'urgence qui réalisent des évaluations psychiatriques dans le cadre, à l'époque de la loi du 26 juin 90. Et donc, cette expertise, cette randomisation de cette décision de faire appel à une service d'urgence, ce qu'on a appelé la ligne Nixon, fait qu'il y ait une évaluation psychiatrique de la personne pour voir si elle répond bien aux critères de la loi, et que globalement, sur Bruxelles, on est à environ 50% de réponses positives à cette demande d'évaluation, ce qui veut dire que dans une fois sur 2, on évite une privation de liberté en vue de soins à la personne qui est amenée en salle d'urgence. Bien sûr, le taux de réponse positive varie en fonction des services d'urgence, et c'est aussi quelque chose d'important à noter. Enfin, ces dernières années, il y a eu un constat assez important d'augmentation du nombre de demandes d'évaluation psychiatrique dans le cadre de cette loi, avec, vous voyez, des chiffres assez impressionnants. Là, on est en pré-Covid, en moyenne par jour pour l'arrondissement, pour la région bruxelloise, eh bien, on a pu augmenter de façon assez importante. Si on regarde les chiffres, euh, d'augmentation en nombre absolu, nombre d'évaluations psychiatriques demandées dans la loi, mais vous voyez qu'on est passé de 1340 en 2015 à 2117 en 2023, une augmentation constante, sauf l'année du Covid où il y a eu une diminution. Et on peut dire que pour 2024, et est-ce que c'est le premier effet des équipes mobiles et mutes dont je viens de vous parler, eh bien, le chiffre d'évaluation psychiatrique dans le cadre de la loi est quasiment équivalent à celui de 2023. Et donc, il y a une première stabilisation, ce qui n'était pas arrivé les années précédentes, comme vous le constatez. Enfin, bien, il faut que chacun ait en tête qu'en Belgique, environ 10% des hospitalisations en psychiatrie procèdent d'une demande de mesures de protection, de mise en observation, qu'environ entre 9 et 10%, c'est un peu plus de 9, un peu moins de 10% des admissions en psychiatrie sont des mesures de protection. Alors évidemment, c'est un chiffre qui reste impressionnant, avec une répartition différente en fonction des différents arrondissements judiciaires et des différentes provinces. C'est le Limbourg qui truste en tête du nombre d'admissions plus importantes par des mesures de protection. Euh, et dans ce cadre-là, eh bien, il faut aussi pouvoir dire que la procédure urgente, elle est largement majoritaire puisqu'elle est utilisée dans environ 90% des situations en Belgique, et à Bruxelles, on est même au-delà des 90% qui passent par la voie urgente. Et sachant qu'on a ce double filtre pour la procédure urgente à Bruxelles, il faut pouvoir dire que peut-être la procédure d'urgence à Bruxelles, eh bien, elle permet de mieux respecter non seulement le cadre de la loi, puisqu'il y a cette évaluation psychiatrique en tant que telle, mais en plus, effectivement, elle protège un recours abusif à la loi, puisque, comme je vous le disais, environ une fois sur 2, l'évaluation se solde par une réponse négative et que du coup, la personne n'est pas privée de liberté en vue de soins. Je pense que j'en ai terminé avec les constats, et peut-être je peux vous donner maintenant, et vous voyez les différentes couleurs utilisées pour tenter d'égayer un tout petit peu ma présentation, eh bien, les conclusions du rapport final du groupe de travail. C'est en vert, et c'est comme ça que le groupe de travail avait décidé de définir la loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique. En orange, vous retrouvez la dénomination de l'avant-projet de loi, la loi relative à la protection imposée aux personnes souffrant d'une maladie psychiatrique. D'emblée, vous retenez qu'on ne parle plus de malade mental, ce qui est un terme un peu sec, un peu dur.
un peu désuet même, et que du coup, nous avons décidé de pouvoir utiliser une dénomination un peu plus favorable par rapport à cela. Et je le répète ici, la loi du 16 mai 2024 modifie celle du 26 juin de Nantes, déjà modifiée par celle du 20 février 2017. Ce sont bien des lois qui se modifient, ce n'est pas en tant que telle une nouvelle loi, pour le dire comme ça. Quels sont les objectifs de la nouvelle loi? Eh bien, très clairement, ce qui était évoqué, c'était tenter autant que possible d'éviter la contrainte et de favoriser les mesures volontaires, hein. C'est l'esprit sociétal, c'est l'esprit au XXIe siècle, c'est de tenter d'obtenir le consentement et de favoriser autant que faire se peut une décision de soins qui soit exprimée et qui soit décidée par la personne qui souffre d'un trouble psychiatrique. Deuxième objectif de la loi, c'était de tenir compte de l'évolution de la dynamique des soins. Et donc, hein, Luc l'a évoqué tout à l'heure, de pouvoir clarifier, de tenter de clarifier la notion de maladie psychiatrique, de pouvoir augmenter aussi hein, l'implication du patient et de son entourage, et notamment au niveau de l'information. Enfin, c'était d'améliorer la collaboration entre le monde judiciaire et le monde de la santé, et puis en espérant évidemment réduire le nombre de mesures de protection, donc de mise en observation, et en tout cas, si possible, favoriser la procédure ordinaire au détriment de la procédure d'urgence, sachant que pour l'instant, on est à 90% de procédures d'urgence, et avec un maintien des deux procédures, là où personnellement, j'avais milité dans le groupe de travail pour simplifier cela, notamment pour le commun des mortels, où c'est pas toujours facile de comprendre les aspects juridiques de la loi. J'aurais voulu, moi, avoir une seule procédure, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Chose importante pour conclure ce slide, eh bien, nous ne parlons plus de mise en observation. Il faudra trouver le temps de modifier notre lexique habituel. On va parler de mesures de protection ou de mesures d'observation protectrice euh, par rapport à cette décision de privation de liberté. Est-ce que Donatien, tu veux intervenir maintenant? J'arrive presque à la conclusion de mon premier point. Peut-être juste préciser qu'au niveau du groupe de travail, il est toujours actif. Il continue en tout cas à plancher sur toute une série de questions et notamment, par exemple, la formation nécessaire pour la rédaction du rapport médical circonstancié, mais ça, on y reviendra par après, mais également sur toutes les questions qui pourraient être posées par les partenaires, par les praticiens, par les personnes du trajet de soins, et aussi pouvoir en tout cas être dans un dialogue avec les autorités par rapport au fait qu'il y a, ça c'est peut-être important de le souligner, c'est prévu dans les 5 ans qu'il y ait une loi réparatrice après avoir fait en tout cas un petit peu le bilan de cette loi modifiée. Voilà, je te laisse poursuivre, Gérald. Merci Donatien de ces précisions. Euh, Peut-être que la loi du 16 mai 2024, eh bien, il faut d'abord dire qu'il y a des choses qui ne changent pas, et notamment les conditions pour demander une privation de liberté en vue de soins, les conditions essentielles, donc les critères de la loi ne changent pas, puisque on parle bien de l'article 2 et que les trois conditions restent présentes, la présence d'un trouble psychiatrique, la question d'un danger pour soi et ou pour autrui, et la question de l'absence de tout autre traitement approprié. Hein. On doit constater qu'il n'y a pas un autre traitement raisonnablement applicable à la personne qui permettrait d'éviter effectivement une privation de liberté en vue de soins. Alors, la loi, elle a été votée, je le disais, le 16 mai 2024. Elle est parue le 16 mai 2024 au Moniteur. Il était prévu qu'elle soit d'application un an plus tard, puis finalement a été décidé qu'elle soit d'application au 1er janvier 2025, ce qui crée quand même quelques tensions, pas plus tard que ce matin, hier, j'étais interpellé pour avoir des précisions concernant la loi, et qu'il faut que le monde soignant sache que nous étions, nous, au niveau médical, au niveau soignant, plutôt favorable à un report du début de l'application de cette loi pour permettre à tout un chacun de bien comprendre les enjeux de cette nouvelle loi. Ça n'a pas été entendu. Voilà, on se fait à cela et donc ceci explique le nombre de webinaires, informations qu'il y a pour l'instant par rapport à cette
nouvelle loi. Quels sont, deuxième grand chapitre que je vais évoquer avec vous, quelles sont les mesures de protection? Comment on parle aujourd'hui des mesures de mise en observation? Eh bien, on parle de mesures d'observation protectrices. Et puis, il y a une nouveauté, c'est quelque chose qui est effectivement innovant dans cette loi, c'est le traitement volontaire sous condition qui va nécessiter un plan de traitement et c'est donc bien une nouvelle mesure de protection qui se veut complémentaire à la mesure d'observation protectrice qui reprend globalement eh bien, ce qui était compris comme une mise en observation précédemment. Mais commençons par cette mesure d'observation protectrice. Je le disais, c'est vraiment l'équivalent d'une mise en observation. Première grande différence dans le libellé de la loi, on ne parle plus d'un service de psychiatrie qui devrait accueillir un patient privé de liberté en vue de soins en milieu hospitalier. On parle que cette mesure d'observation protectrice peut se passer dans une institution résidentielle, une institution qui serait agréée à cet effet et que, effectivement, on attend un article de loi, on attend un arrêté royal, pardon, qui permettrait de définir les conditions pour lesquelles une institution pourrait accueillir une personne sous l'effet d'une mesure d'observation protectrice. Et donc, au niveau sémantique, c'est important parce que il ne faudra pas nécessairement être un service psychiatrique hospitalier pour accueillir une personne qui est sous un effet d'une mesure d'observation protectrice. Et dans certains cas, ça pourrait être utile. Je pense à une personne âgée, mélancolique, qui refuse les soins et qui serait peut-être mieux soignée, mieux accueillis dans un service de gériatrie, à condition que ce service de gériatrie puisse effectivement être aussi soutenu par rapport à cette décision. On a évoqué des IHP, des initiatives d'habitation protégée, des MSP, on a aussi d'autres lieux qui ont été envisagés par rapport aux particularités de certaines situations de patients qui relèvent d'une mesure d'observation protectrice. Par rapport à cela, aujourd'hui, bien sur Bruxelles, on peut dire qu'il n'y a pas eu de grands changements puisque les 4 services agréés, Erasme, Epsilon, Fonroy, Bruckmann et le centre hospitalier Jean Titeca restent les 4 institutions qui accueillent des patients avec une mesure d'observation protectrice, mais que probablement, le temps aidant, on pourrait voir se développer des initiatives pour répartir autrement certains patients qui relèvent spécifiquement d'autres domaines d'intervention. Je citais la gériatrie, ça pourrait aussi être autour de patients souffrant d'un double diagnostic, par exemple. Quelques nouveautés par rapport à cette application de mesures d'observation protectrice. Il est indiqué dans la loi que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut exercer une activité professionnelle pendant la mesure d'observation protectrice. C'est cette volonté constante dans la société de se dire qu'on est en bonne santé quand on peut travailler et aimer, et que là, le lien avec le travail a été précisé dans la loi. Je pense que c'est quand même relativement rare de constater qu'une personne qui subit une mesure d'observation protectrice est en capacité de travailler, mais la loi le précise, et je pense de nouveau qu'au niveau sémantique, c'est quelque chose d'important. Il est important aussi de dire que à tout moment de cette mesure d'observation protectrice, donc ce séjour résidentiel, peut survenir l'idée de remplacer cette mesure par un traitement volontaire sous condition, que je vous préciserai un peu plus tard, que dorénavant, il ne faut pas attendre le 25e jour et donc le 40e jour de la mise en observation pour avoir une mesure qui est l'équivalent d'un maintien et d'une post-cure, et que du coup, effectivement, on pourrait imaginer que après 5 jours, après 10 jours, quelqu'un répond bien à la mesure d'observation, mais qu'on est encore inquiet, et que dans ce délai-là, effectivement, soit décidé par le médecin un traitement volontaire sous condition, et évidemment, ce traitement volontaire sous condition ne peut pas dépasser la durée de la mesure d'observation protectrice ou de sa prolongation,
c'est évidemment limité dans le temps, mais c'est important de voir que là, il y a plus de flexibilité dans cette loi modifiée du 16 mai 2024 par rapport à l'ancienne loi. Et comme c'est le cas actuellement, la levée possible de la mesure par le médecin est possible, hein, et je me permets ici de rappeler que dans une société démocratique, la privation de liberté, je le disais tout à l'heure, est nécessairement judiciarisée, tandis que la levée de cette privation de liberté, elle peut être déjudiciarisée, elle peut être décidée par un médecin, et je vous passe les détails en termes techniques, mais il y a quelque chose d'important à relever ici, qui n'a pas été modifié par la loi du 16 mai 2024. On en arrive à ce que je viens d'évoquer, la forme intermédiaire de la mesure de protection, ce qu'on appelle le traitement volontaire sous condition. Le traitement volontaire sous condition, c'est l'idée que la personne, elle est en capacité, malgré la présence de la maladie psychiatrique, du trouble psychiatrique, de l'affection psychiatrique, elle est en capacité de consentir à certaines choses et que ce traitement volontaire sous condition peut se passer soit au niveau ambulatoire, soit en milieu résidentiel, et donc par exemple dans un hôpital, mais que la personne accepte d'être hospitalisée avec les conditions inhérentes à cette hospitalisation, et que donc on peut penser qu'il y a d'autres modalités pour tenter de désengorger les services agréés, et donc les institutions, les services résidentiels qui pourraient accueillir des personnes avec une mesure de protection, et que c'est une façon de se dire, quand on hésite, ben, on ne va pas dire non, on ne va pas dire ah non, il n'y a pas de mesure de protection, on ne va pas non plus mettre une mesure de protection avec d'observation protectrice dans un institut résidentiel, on va prendre une mesure un peu alternative. Mais donc, ambulatoire ou hospitalier, l'appréciation de la volonté du patient, sa capacité à consentir, eh bien, elle est donnée au juge. Alors, on a déjà des remarques des juges de paix qui disent qu'ils ne sont pas nécessairement formés à cela. Je pense que ce sera évidemment un partenariat entre le psychiatre, le médecin et le juge, et que l'idée, c'est que le patient doit soumettre un plan de traitement. C'est important, la loi le stipule, eh bien, ce plan de traitement qui permet de mettre en place un traitement volontaire sous condition, a priori, il est produit, il est à l'initiative du patient. Je pense que dans les faits, ce sera de nouveau l'idée d'une synergie entre le médecin, le patient et éventuellement son avocat, son représentant légal, mais aussi ses proches et peut-être, pourquoi pas, parfois le juge de paix en tant que tel. La condition pour qu'un traitement volontaire sous condition soit mis en place, c'est que le patient doit répondre aux 3 critères légaux habituels, avec le 3e critère qui est un tout petit peu particulier, puisque la présence d'une maladie mentale, la présence d'une dangerosité, et puis il faut se dire qu'il y a un refus de tout autre soin approprié à l'exclusif de celui qui est indiqué dans le traitement volontaire sous condition. Et on doit penser que le patient sera en capacité de suivre ce qu'il évoque. Le juge doit vérifier que les moyens thérapeutiques mis en place permettent d'écarter le plus possible le danger. Et évidemment, si la personne ne suit pas ce plan de traitement et ne respecte pas le traitement volontaire sous condition, eh bien, comme dans le cadre d'un maintien, hein, pour prendre l'analogie avec l'ancienne loi, eh bien, il puisse y avoir de nouveau une mesure d'observation protectrice et qu'on puisse rebasculer dans un schéma où il y a quelque part une alternative au traitement volontaire sous condition et de nouveau donc un séjour résidentiel, pour ne pas dire une hospitalisation. Ce traitement volontaire sous condition, il est possible dans les 2 procédures. La procédure ordinaire, qui dans les faits, vous le savez, je l'ai mentionné, est la procédure extraordinaire en termes de pourcentage, mais également dans la procédure d'urgence. Et donc, on pourrait imaginer qu'en salle d'urgence, à Bruxelles, on puisse parfois décider d'un traitement volontaire sous condition avec les 10 jours avant la chambre du conseil qui sont nécessaires pour mettre en place ce plan de traitement volontaire sous condition et qui sera alors validé en présence du juge de paix avec l'avocat, le patient, le psychiatre et toute autre personne concernée par la situation. Je continue cette mesure spécifique de traitement volontaire sous condition, hein, qui nécessite un plan de traitement.
Je rappelle que c'est donc ambulatoire ou résidentiel et que le plan de traitement sera établi par un médecin qui sera responsable du traitement en concertation avec la personne atteinte du trouble psychiatrique et si possible en collaboration, hein, c'est ce que je vous disais, avec son entourage proche et devra être soumis par la personne atteinte d'un trouble psychiatrique. Donc, c'est là où je parlais de l'initiative en tant que telle. Ce médecin sera désigné comme le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous condition. Ce plan de traitement comprend différents volets et de nouveau, je rappelle ici que l'idée, c'est d'écarter le plus possible le danger visé à l'article 2. Hein. Et donc, par rapport à ce volet, on a pris ici le modèle standard du plan de traitement volontaire sous condition. Et vous le voyez, il y a l'idée de l'identité du patient, il y a l'idée des coordonnées médicales, et donc notamment l'idée du médecin traitant, le médecin traitant qui est le médecin généraliste, le médecin responsable du traitement et le médecin rédigeant le présent rapport. Et l'enjeu, c'est évidemment de trouver suffisamment de médecins pour que, si possible, il n'y ait pas un seul médecin qui réponde à ces trois questions de médecin traitant, médecin responsable du traitement et médecin rédigeant le présent rapport, mais que ce soit trois médecins différents qui peuvent se concerter, ce qui allégera la charge de chacun d'entre eux en termes de suivi. Il y a dans un autre quadrant l'idée d'identifier les personnes proches de la personne concernée par la mesure, hein, époux, famille, et puis il y a les circonstances qui doivent être précisées, qui ont amené à prendre cette décision. Hein. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se voit proposer un plan de traitement volontaire sous condition? Et enfin, il y a une brève description pour montrer que la personne a consenti à ce qui a été proposé ou qu'il a lui-même initié en termes de plan de traitement volontaire sous condition. Et puis, il y a 4 quadrants avec les conditions posées et engagements. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on va pouvoir là baliser l'ensemble des protagonistes qui sont concernés par ce plan de traitement volontaire sous condition et que la première condition posée, elle est posée par le patient ou par son représentant légal. Et on pourrait imaginer que le patient dise « Ah ben moi, pour respecter ce plan de traitement volontaire sous condition, j'ai besoin d'avoir un logement ou j'ai besoin de voir mon psychiatre tous les jours. » Je vais être caricatural, mais en tout cas, qu'est-ce que le patient demande, exige pour qu'il puisse se sentir soutenu pour effectivement la réalisation de ce plan de traitement volontaire sous condition. Deuxième quadrant, c'est quelles sont les conditions émises par le médecin responsable du traitement. Ah bien, je veux que le patient se présente aux consultations, qu'il prenne un traitement dépôt, hein, de nouveau, je prends un exemple, ou qu'il suive une psychothérapie, qu'il ait un suivi social à différents niveaux. Ce sont les conditions posées par le médecin responsable. Troisième condition, ce sont les conditions éventuelles en plus, si elles ne sont pas présentes préalablement, émises par le monde judiciaire, hein, le substitut du procureur du roi ou le juge de paix, et c'est notamment par rapport au lieu de résidence, hein, en cas de conflit conjugal, familial, en cas de difficulté à ce niveau-là, eh bien, les conditions éventuellement mises en place par le juge qui doivent être respectées pour que la personne évite une mesure d'observation protectrice. Quatrième quadrant, dans les conditions émises par les tiers et notamment l'avocat, les proches, hein, qui permettraient de penser que les choses vont bien se passer en termes de réalisation de ce plan de traitement volontaire sous condition. Et dans le dernier quadrant, il est indiqué une synthèse, hein, pour pouvoir ramener de façon concise ce à quoi la personne s'engage et les moyens thérapeutiques mis en place. Et vous le voyez, dans ce plan de traitement volontaire sous condition, il faut que le patient signe ce document, ainsi que les différentes personnes envisagées plus haut. Et donc, la question qui a été posée, c'est est-ce que ce modèle de plan de traitement volontaire sous condition est-il indispensable, ou est-ce qu'on peut imaginer, comme c'était le cas précédemment pour les rapports médicaux circonstanciés, que chacun y aille de son petit élément
personnel de plan de traitement, eh bien, aujourd'hui, la question se pose de savoir si ce modèle doit être utilisé en tant que tel, sous peine d'irrecevabilité de ce plan de traitement volontaire sous condition, mais surtout de la mesure de traitement volontaire sous condition. À ce stade-ci, je n'ai pas la réponse à cette question, mais de toute façon, je préconise que ce document, ce plan de traitement sera envoyé à toute personne intéressée pour qu'il puisse se conformer autant que tel. Il précise bien la loi par rapport à cela. Je donnais quelques exemples émis durant les travaux préparatoires de conditions pour les différentes personnes mentionnées tout à l'heure. J'arrive ici, avec ce plan de traitement volontaire sous condition, à la fin de ma deuxième partie, et je propose, comme tout à l'heure, de voir si Donatien voulait réagir, si je n'avais pas été suffisamment clair ou précis à son goût. Non, pas du tout, Gérald. Parfait, merci beaucoup. Et donc, on va maintenant passer aux autres modifications, troisième grande partie de cette présentation, avec de nouveau quelque chose qui est une nouveauté, une mesure nouvelle par rapport à l'ancienne loi. C'est l'idée, et c'est uniquement le cas pour la procédure d'urgence, c'est que le parquet peut décider qu'il y a une observation clinique de 48 heures maximum. C'est-à-dire que pour éviter que quelqu'un subisse trop rapidement une mesure de protection, une mesure d'observation protectrice, l'idée, c'est que la personne puisse être observée pendant les 48 heures et de voir si, au bout des 48 heures, est-ce qu'elle répond bien aux critères de la loi ou est-ce que simplement c'était sous l'effet de substance ou sous un autre prétexte, je pense à un état confusionnel, qu'on avait décidé d'une privation de liberté, mais que cette personne, au bout des 48 heures, ne répond pas aux critères de la loi. C'est cette modification-ci qui répond aux attendus de la nouvelle loi, à savoir tenter de diminuer le recours à la procédure d'urgence. Donc c'est bien cette initiative-là qui, on peut l'espérer, on peut le penser, diminuer le recours à la procédure urgente par rapport à des mesures de protection. Ceci étant, à Bruxelles, on avait déjà la latitude de garder quelqu'un pendant 24 heures, et pour les initiés, on arrivait régulièrement à postposer une évaluation psychiatrique parce que la personne était sous l'effet de substances, sous l'effet de médicaments, sous l'effet d'une problématique somatique, n'était pas évaluable sur le plan psychiatrique. Alors, obtenir 48 heures, c'est intéressant parce que parfois les 24 heures étaient un peu trop limites. Je vous rappelle que c'est uniquement dans le cadre de la procédure d'urgence. Et quelque chose d'important, c'est où va se passer cette observation clinique. Eh bien, de nouveau, sur Bruxelles, je pense que, en tout cas dans les premiers temps, et puis on espère qu'avec le réseau, on pourra trouver des alternatives, mais quelque chose d'important, ce n'est pas en dehors d'un service résidentiel. Il y a eu des grands débats, Donatien s'en rappelle, de savoir si on pouvait utiliser l'équipe mobile pour faire une évaluation, une observation clinique de 48 heures de quelqu'un via les équipes mobiles, mais finalement, on a décidé que c'était uniquement dans un service résidentiel, et donc ça laisse déjà relativement ouvert la question. Est-ce que c'est un hôpital psychiatrique? Est-ce que c'est un hôpital général? Je pense qu'essentiellement sur Bruxelles, en tout cas dans un premier temps, cette observation clinique se fera dans les salles d'urgence habituelles, avec une petite crainte d'avoir trop de personnes dans le service d'urgence, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Et donc, on verra comment on va pouvoir modifier nos pratiques pour répondre aux attendus de cette loi. Ça, c'était la première des autres modifications. Deuxième grande autre modification, si je peux dire ça comme ça, c'était de préciser la clarification du terme de maladie psychiatrique. Ça, c'est ce qui était proposé initialement, avec une évolution qui n'a pas été complètement partagée par l'ensemble des collègues. C'est d'une part de parler de maladie psychiatrique et de dire qu'il est susceptible d'altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de jugement, les processus de pensée, l'humeur ou le contrôle des actes de la personne concernée. Et donc là, on précise,
C'est ce qui me fait dire dans des cours où il faudrait pouvoir considérer que c'est le cas où la maladie psychiatrique ou le trouble psychiatrique, l'affection psychiatrique, elle provoque une abolition de la capacité de discernement, elle abolit la capacité de percevoir la réalité, la capacité de jugement, les processus de pensée, l'humeur ou le contrôle des actes, qu'on peut procéder à une mesure d'observation protectrice ou à un traitement volontaire sous condition. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu aporétique, puisque comment quelqu'un peut-il consentir à un plan de traitement volontaire sous condition si effectivement il y a une maladie psychiatrique qui altère tout ce que je viens d'évoquer, hein, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment précis selon moi. J'aurais souhaité, pour ma part, qu'on puisse évoquer cela avec une maladie psychiatrique grave, ça n'a pas été retenu, et notamment l'idée que, comme je le mentionnais juste avant, une tentative d'ajout d'une quatrième condition, c'était l'idée que les soins, la privation de liberté en vue de soins, elle permet d'améliorer l'état de santé de la personne. C'était notamment pour tenter de réfuter les demandes de mise en observation quand il s'agit d'un retard mental, d'un handicap mental ou d'un trouble neurocognitif majeur dans le cadre de maladies d'Alzheimer ou d'autres pathologies neurodégénératives. Ça n'a pas été retenu non plus, mais en même temps, le débat, il avait eu lieu en 1990 dans les travaux préparatoires de la loi, et peut-être qu'à un moment donné, et on reste comment dire, optimiste par rapport à ça, que ça pourra être inclus éventuellement dans une loi correctrice, comme l'évoquait également Donatien tout à l'heure. Alors, vous le savez aussi, hein, la clarification du terme de maladie psychiatrique, eh bien, elle a subi un élément de précision, c'est-à-dire que dans un arrêt du 12 janvier 2023, la Cour constitutionnelle répond à une demande d'un juge de paix et qui dit, ben oui, on pourrait imaginer qu'on prive quelqu'un de liberté en vue de soins pour une personne qui souffre d'un trouble d'usage des substances qui pourrait être considéré comme un trouble psychiatrique, avec des pratiques relativement différentes entre le nord et le sud du pays. Mais je pense aussi que donc on pourra utiliser la loi dans les cas spécifiques où on constate qu'il y a un trouble grave de l'usage des substances et peut-être même dans la question des troubles de la personnalité. Cela doit encore être précisé, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais de nouveau, petite contradiction, comment diminuer le nombre de patients sous l'effet de mesures de protection, de mise en observation, si on élargit les critères de la maladie, hein, avec les âges des substances et les troubles de la personnalité, c'est une vraie question. On verra si, grâce à ce traitement volontaire sous condition, on peut arriver à diminuer le recours aux mesures d'observation protectrices. Les autres modifications importantes, hein, il y a la question de la présence d'un avocat qui commence initialement dès le début de la privation de liberté, c'est-à-dire dès le moment où la personne est interpellée par la police et que le parquet décide que cette personne doit être évaluée dans le cadre de la loi du 16 mai 2024. À ce moment-là, l'avocat devrait être contacté et donc peut-être, hein, et pour l'instant ce n'est pas le cas, en tout cas je n'ai pas eu connaissance de cela sur Bruxelles, mais on pourrait imaginer, un patient qui connaît bien ses droits demande que son avocat soit là dès le moment de la salle d'urgence, dès le moment de l'évaluation clinique, voire même de l'observation clinique. Ce sera un débat qu'on fera en fin de webinaire aujourd'hui. Et donc, l'implication des avocats est une question importante. Dans une démocratie, ça ne me choque pas. Ce qui est un tout petit peu problématique, c'est de trouver les lieux adéquats pour accueillir ces avocats s'ils devaient se présenter en salle d'urgence, sachant que aujourd'hui, ils sont évidemment présents en chambre du conseil, mais qu'il y a là quelque chose d'important à pouvoir penser. Et de nouveau, c'est un garant de la démocratie. Alors, est-ce que l'avocat participera à l'entretien clinique de l'urgentiste psychiatre? C'est une vraie question. Je vois mal si quelqu'un demande d'être assisté de son avocat, comment on pourra refuser cela en cas d'urgence, mais il faudra voir si un avocat sera là dans les mois qui viennent, à toute heure du jour et de la nuit, quand on réalise ces évaluations psychiatriques. Quatrième modification, quelque chose d'important, qui soulage un tout petit peu, c'est que le patient peut rester
dans l'hôpital du médecin qui rédige le certificat, on a constaté plus aucun hôpital souhaite garder des personnes qui subissent une mesure de protection. Certains font ce travail admirable, mais que l'idée qui avait prévalu en 90, les médecins vont remplir leur hôpital avec leur hôpital avec des patients qu'ils vont mettre en mesure de protection, eh bien, évidemment, ça ne s'est jamais réalisé. Et donc, on peut penser que c'est une bonne évolution de la loi par rapport à ça. Par contre, le médecin ne peut pas être parent ou allié au 4e degré du requérant ou du patient. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important pour garder une certaine objectivité et neutralité par rapport à ça. Dimension importante dont on ne parle pas assez, là où avant un médecin examinait quelqu'un et réalisait son certificat, son rapport médical circonstancié, eh bien, un peu plus tard, et que le certificat était toujours valable, parce qu'il fallait que le rapport médical date de moins de 15 jours, mais il n'était pas stipulé quand avait eu lieu l'examen. Aujourd'hui, la loi précise, il faut que l'examen ait eu lieu dans les 15 jours maximum, et pas uniquement le certificat. Là, je pense que c'est quelque chose de prudent et qui pourrait peut-être amener à plus utiliser la procédure ordinaire que la procédure d'urgence. 5e point de modification, d'autres modifications, eh bien, et de nouveau, pour Bruxelles, ça a peu de conséquences puisque nous avons déjà mis en place depuis une quinzaine d'années un rapport médical circonstancié, mais là, il est standardisé. C'est le modèle bruxellois qui a été pris en exemple, hein. On peut en être content. Ce médecin va rédiger ce RMC et ce médecin devra être accrédité via une formation qui doit encore être précisée. C'est ce que Donatien évoquait tout à l'heure, hein, mais a priori, on sera une formation de 4 heures avec une décision, hein, pour l'instant, une mesure probatoire de 3 ans pendant laquelle cette particularité-là n'est pas demandée. Donc, pendant 3 ans, tout médecin peut réaliser ce RMC. Ensuite, il n'y a que les médecins qui auront réalisé cette formation qui pourront réaliser un RMC. Et bien sûr, au niveau des universités francophones et néerlandophones, on s'engage à mettre en place cette formation au sein du cursus médical pour éviter de renvoyer cela juste aux organisations professionnelles. Quelles sont les conditions de ce rapport médical circonstancié? Je ne vais pas le détailler maintenant beaucoup plus en avant, par le temps qui passe, mais aussi parce que à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, hein, sous le travail notamment de Philippe Blondiot et de Luc de Tavernier, on s'est engagé à proposer aux institutions bruxelloises un modèle RMC standardisé à la sauce bruxelloise, avec les particularités bruxelloises, mais il répondra, ce RMC standardisé bruxellois, aux conditions qui prévalent, les circonstances de l'examen, l'état physique de la personne atteinte d'un possible trouble psychiatrique, la situation familiale, le contexte social, le trouble psychiatrique, les possibilités de soins adaptés ou l'absence d'alternative, le critère de danger, le degré d'urgence. Je me permets de rappeler ici, pour un rapport médical circonstancié soit énoncé dans ce certificat, dans ce rapport, eh bien, l'idée d'une pathologie psychiatrique, d'une affection psychiatrique qui doit être nommée. On ne peut pas juste lister des symptômes, il faut qu'il y ait une hypothèse diagnostique, voire mieux, si on a une certitude qui est rare en psychiatrie, mais un diagnostic qui permettrait effectivement de valider ce rapport médical circonstancié. 6e modification, mais qui est relativement simple à comprendre, parce que ce sont les conséquences de ce traitement volontaire sous condition. On ne parle plus de maintien. Le maintien devient la prolongation de la mesure d'observation protectrice. Le patient reste en milieu résidentiel, ou alors, eh bien, on parle de prolongation du traitement volontaire sous condition quand le patient, effectivement, est en post-cure. Et la décision, hein, elle est toujours prise 15 jours avant la fin de la mesure, donc au 25e jour des 40 jours, ça ne change pas. Et la décision, elle est prise pour 1 an maximum, là où avant on pouvait faire des demandes pour 2 ans. Aujourd'hui, c'est 1 an maximum, mais par contre, c'est renouvelable sans limite à ce niveau-là, contrairement à l'ancienne loi. Et donc, il y a quelque chose d'important aussi à signaler. La décision du juge de paix
Pour la procédure d'urgence est toujours dans les 10 jours. Pour la procédure ordinaire, eh bien, dès le dépôt de la requête du rapport médical, c'est aussi dans les 15 jours qu'il faut intervenir. Ma proposition, qui était de fusionner les deux procédures, imposait de raccourcir le temps d'intervention du juge de paix. Et je m'étais imaginé qu'au XXIe siècle, on pouvait penser qu'un juge de paix serait disponible dans les 5 jours pour raccourcir effectivement le temps de latence pour une décision sur le fond. Hein. Je vous rappelle que le substitut du procureur du roi, c'est un petit peu la salle d'urgence du monde judiciaire et qui ne font pas de décision sur le fond, que c'est bien l'apanage du juge de paix. Mais donc ça n'a pas été accepté et que donc on a gardé les 10 jours, même s'il y a eu des velléités de raccourcir ce temps-là dans les travaux préparatoires. Je ne vais pas trop parler des modifications concernant l'application du patient et de son entourage social. Ça a été quelque chose qui a beaucoup bouleversé le milieu soignant et notamment les services agréés en 2017 avec la nouvelle loi, mais on garde le même principe. Quand quelqu'un quitte l'hôpital, il faut informer les proches, toutes les personnes concernées, et notamment le requérant, mais les cohabitants légaux, les parents ou coparents de la situation, afin d'éviter qu'ils se retrouvent surpris par l'arrivée de quelqu'un qui avait été jusque-là privé de liberté en vue de soins. C'est quelque chose d'important. Je vais aussi être relativement court sur la dimension de l'évasion. C'est des choses très techniques, mais qui ont été précisées dans la loi, eu égard au fait que l'ancienne n'était pas assez précise par rapport à ça. Mais bien sûr, si quelqu'un s'évade et n'est pas retrouvé dans le délai imparti de la privation de liberté, eh bien, il faut réinitier une nouvelle demande. Si par contre, la personne est au 10e jour, elle fugue, elle s'évade de l'hôpital, pour le dire comme ça, et qu'elle est retrouvée après 5 jours, donc au 15e jour, et qu'elle avait été en mesure d'observation protectrice pour 40 jours, eh bien, elle fera les 25 jours encore de privation de liberté. Cela est précisé dans la loi. Et comme l'a mentionné aussi Donatien, il y aura une évaluation de la nouvelle loi. C'est pour ça que je pense que le groupe de travail n'est pas fait pour se terminer, n'est pas fait pour clôturer ses travaux. Et donc, on attend effectivement une nouvelle loi correctrice dans les 5 ans, peut-être avant, si jamais des choses trop complexes sont observées d'ici là. Une synthèse des modifications, avant d'arriver à la conclusion, le traitement volontaire sous condition, les mesures d'observation clinique de 48 heures, avec une question que je glisse ici, est-ce que dès le début de l'observation clinique, est-ce que c'est le début du moment de privation de liberté, avec un désaccord entre le parquet, les juges de paix, les cliniciens et entre cliniciens? Pour moi, oui, pour d'autres pas. Et Donatien a insisté comme moi à cette controverse, pour le dire comme ça, et ce sera important de pouvoir préciser cela. L'implication des avocats, je vous en ai parlé, l'importance de nommer les choses comme telles, le service résidentiel, l'élargissement, point d'interrogation, de la notion de trouble psychiatrique, et puis le médecin de l'établissement qui peut rédiger le rapport médical circonstancié et garder le patient par rapport à ce qui se faisait avant. Une synthèse que je vais présenter autrement en utilisant un tableau comparatif fait par les substituts Cohen dans un article le journal des juges de paix. Eh bien, on ne parle plus de loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, mais bien de loi relative à la protection imposée à une atteinte d'un trouble psychiatrique. On ne parle plus d'admission forcée, et c'est intéressant hein, au niveau des signifiants, mais d'admission protectionnelle. Le directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné devient le directeur de l'institution résidentielle. On ne parle plus de malade mental, ou de maladie mentale, mais de personnes atteintes d'un trouble psychiatrique. On ne parle plus de maintien, mais de prolongation. On ne parle plus de mise en observation, mais de mesures de protection ou de mesures d'observation protectrice. Et puis, on ne parle plus de posture. Et surtout, il y a ce nouveau terme de traitement volontaire sous condition. Il me reste quelques minutes pour conclure, sauf si, Donatien, tu voulais intervenir, puisque je clôt la troisième grande partie de cet exposé. Oui, j'avais peut-être deux, trois éléments que j'aurais bien voulu préciser. C'est des choses que tu as un peu soulignées, en tout cas par rapport déjà à la présence de l'avocat. Il faut savoir que l'esprit de la loi modifiée, on est un peu dans le même esprit que les auditions SALDUS, ce qui veut dire que la présence de l'avocat ne peut pas être refusée. Si la personne veut que son avocat soit présent, même pendant l'examen, a priori, on doit l'accepter. Il y avait aussi la question
des assuétudes qui avaient été évoquées tout à l'heure. Donc, il y a eu un arrêt qui dit clairement que la problématique des assuétudes s'est repris comme pouvant être intégrée au niveau d'une mesure d'observation protectrice. Moi, je ne vous cache pas que pour ça, on sait très bien que la motivation de la personne à vouloir à vouloir s'abstenir, à vouloir ne plus consommer, c'est essentiel, sinon on va un peu droit dans le mur avec ce type de problématique. Moi, j'ai un petit peu peur qu'il y ait vraiment un détournement des mesures d'observation protectrice, et notamment du traitement volontaire sous condition par rapport à toute cette problématique-là, où je ne suis pas sûr que ça va aider, en tout cas à terme, les personnes par rapport à ça. Ça, c'était peut-être une deuxième réflexion. Et puis, comme autre réflexion aussi, il y avait la question de l'observation clinique de 48 heures. Donc ça, Gérald a pu le dire, mais en tout cas, je pense qu'il faut insister, c'est maximum 48 heures. Si après quelques heures, on estime qu'on peut, en tout cas, répondre à la question d'une mesure d'observation protectrice ou pas, bah, évidemment, il ne faut pas prolonger. Et le terme d'institution résidentielle et le fait qu'on ne parle plus des services psychiatriques agréés, ça a vraiment toute son importance parce que maintenant, on est bien d'accord que les compétences se trouvent dans les services agréés et que c'est difficile d'imaginer de faire ça ailleurs. Sauf que le texte a été pensé pour que derrière le mot institution résidentielle, ça ouvre le champ des possibles. Et donc là, je risque de vous faire faire des bons sur certaines choses, mais on pourrait très bien imaginer une institution pour personnes handicapées avec, de manière secondaire, l'intervention d'une équipe mobile. Ça a été pensé dans ce type d'esprit-là. Ça pose évidemment question sur le fait que ça soit réalisable ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment pour ouvrir un maximum le champ des possibilités. On peut penser évidemment à certaines maisons de repos et de soins voilà, c'est un peu l'idée qui est derrière ce terme-là. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je ne vous cache pas que j'imagine mal qu'une mesure d'observation protectrice puisse se faire ailleurs qu'un service psychiatrique agréé, qui a l'infrastructure, qui a le personnel et qui a aussi l'expérience de ce type de prise en charge. J'avais vu passer dans le chat une réflexion par rapport aux mineurs de moins de 12 ans. Donc ça fait partie aussi de la loi réparatrice qui devra se mettre en place, puisqu'effectivement, il n'y a pas de limite d'âge qui a été précisée. Et donc ça veut dire que pour l'instant, tous les mineurs, quel que soit leur âge, on pourrait mettre en place une mesure d'observation protectrice. Et on est bien d'accord pour dire que les services ne sont pas prévus pour des mineurs qui sont effectivement fort jeunes. Ça, voilà. Donc ça, c'était en tout cas les compléments et les réflexions que je voulais faire à ce stade-ci, Gérald. Je te laisse poursuivre. Merci, Dana, c'est important, effectivement, et ce sera passionnant de voir effectivement comment les cliniciens, les soignants, la société aussi va eh bien, embrasser cette nouvelle loi, si je peux dire ça comme ça, et comment ça va modifier les pratiques et comment on peut espérer que ça puisse répondre aux attendus évoqués au début. Donc, quelques réflexions conclusives, et je ne serai pas très long. Je vous ai évoqué petite frustration. Comme démocrate, c'est-à-dire que je pense qu'une loi, c'est une loi importante et qu'il y a une relative impréparation pour accueillir cette nouvelle loi. Alors, c'est pas très grave, c'est postposé de quelques semaines et j'espère vraiment que d'ici un an, on aura vraiment, on se dira, bon ben voilà, on a pu accueillir ces modifications et que ça va pour un mieux, d'abord pour les usagers, les patients, pour leurs proches, mais aussi pour les soignants. Je pense que le confort des uns est indispensable et est indissociable non plus du bien-être des autres. Euh, Est-ce qu'il y aura une diminution du nombre de mesures? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Euh, je vous ai donné quelques arguments pour penser que je ne suis pas certain qu'il y aura une diminution du nombre de mesures, mais peut-être qu'elles seront plus adéquates. Et ça aussi, on verra comment l'histoire va s'écrire dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a une judiciarisation plus importante? Moi, j'attends cela. J'attends vraiment que dans une loi, euh, dans un pays démocratique, eh bien, il n'y ait pas ce face-à-face médecin-patient, mais que ce soit triangulé par la présence d'un juge qui prend les décisions et dans toutes les décisions importantes, et notamment une décision d'un plan de traitement volontaire sous condition ou une mesure d'observation protectrice, que ça puisse se valider aussi par une instance juridique, judiciaire même,
Mon interrogation par rapport au maintien des deux procédures, alors je le disais hier dans un séminaire à Bruckmann, je pense qu'il faut rappeler que si la procédure ordinaire est nettement moins utilisée que la procédure d'urgence, c'est une interrogation que moi j'ai depuis longtemps, que je m'intéresse à la loi. Qu'est-ce qui fait qu'en 90, ils ont décidé ça? Mais il y a trois explications. La première explication, c'est que si quelqu'un refuse les soins, eh ben, on ne peut pas avoir un rapport médical circonstancié, puisqu'il refuse de voir le médecin, et que du coup, on bascule du côté de la procédure d'urgence. Que la deuxième question, c'est quand il y a danger, comment attendre 10 jours, 15 jours pour obtenir une décision? Souvent, le danger fait que on ne va pas se dire, tiens, on va attendre 15 jours avant de prendre une décision. Et puis, la chose peut-être aussi importante, c'est de voir à quel point, pour des familles, c'est une expérience que l'on a beaucoup avec l'équipe mobile. Parfois, c'est compliqué pour une famille de décider d'elle-même de demander une privation de liberté pour un de leurs proches et que du coup, la procédure ordinaire, elle nécessite une requête portée par cette famille, là où la procédure d'urgence permet parfois que cette requête soit portée par un soignant, par la police, par le parquet, en tout cas à l'initiative directement du parquet, ce qui soulage la famille en termes de poids psychique, symbolique par rapport à ça. Je vous le disais, hein, c'est mon point E, il y a une vingtaine d'années a été mis en place en Belgique des bracelets électroniques qui étaient censés soulager la pression carcérale dans les prisons belges. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers qu'aujourd'hui en Belgique. Euh, on n'a pas diminué par rapport à il y a 20 ans. Et en plus de cela, il y a environ un peu moins de 5000 personnes sous bracelet électronique. Ma crainte serait que on ait toujours des services agréés, des services résidentiels, des institutions résidentielles avec toujours autant de personnes qui sont sous effet de mesures de protection, d'observation protectrice, et qu'en plus de cela, il y ait plein de personnes qui soient soumises à un plan de traitement volontaire sous condition. L'avenir nous le dira aussi. Ça peut être vraiment intéressant de pouvoir utiliser cela, mais si ça ne remplace pas des personnes qui sont aujourd'hui dans des hôpitaux, mais ça complète le tableau, est-ce que c'est vivable en termes de pression contrôlante au niveau sociétal? De nouveau, c'est une question, et je ne me prononce pas sur les effets de nouveau de contrôle de chacun de nos vies par rapport à ça. Et puis globalement, moi, cette loi, alors ma pratique de l'urgence psychiatrique, d'une équipe mobile de crise, d'une équipe mobile d'urgence, m'interroge régulièrement, pas plus tard que ce week-end, sur comment on fait avec le tragique de l'existence. La psychiatrie n'a pas réponse à tout. On doit accepter que dans certaines situations, malgré les meilleures intentions du monde judiciaire, du monde politique, du monde soignant, psychiatrique, eh bien, parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas éviter et qu'il ne faut pas chercher le coupable par rapport à ça, ni même le responsable, mais qu'il faut accepter que dans une société démocratique, certaines choses nous échappent et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Obligation de moyens, obligation de résultats, je vous laisse avec cette interrogation. Alors, bien sûr, ça veut dire que pour moi, il y a des dimensions importantes, hein. À Bruckmann, hier, j'évoquais aussi cette idée que peut-être il faut renommer les choses et que pour moi, ce qui fait la spécificité du travail psychiatrique, c'est le travail des personnes qui ne demandent pas. C'est vrai qu'ils ont, eh bien, sur le plan cérébral, sur le plan de l'appareil psychique, hein, et c'est pas tout à fait la même chose, une maladie qui fait que, alors même qu'ils pensent ne pas avoir besoin d'aide, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'aide, mais c'est l'affection psychiatrique qui explique cela, et de sacraliser quand même l'idée qu'il faut veiller à pouvoir prendre des risques, évidemment mesurés, bien calculés, mais c'est une composante essentielle du travail psychiatrique. Alors, est-ce que cette loi va tout changer ou ne rien changer? Alain Delon, hein, je ne suis pas un grand fan, mais dans ce film Le Guépard, il disait il faut que tout change pour que rien ne change. Peut-être que dans un an, on se dira en fait ça n'a pas changé grand-chose, ou au contraire, on se dira ah ben ça a révolutionné la pratique psychiatrique en Belgique. Deux questions encore. Peut-être que j'aurais voulu, je l'avais mentionné dans le groupe de travail il y a quelques années, pas récemment, moi j'aurais voulu qu'on puisse penser à une procédure urgente pour l'administration de la personne, hein, pour répondre à certaines situations où aujourd'hui la loi est utilisée à mauvais escient, la loi du 26 juin 90 complétée par la loi du 16 mai 2024. Et donc, c'est cette question de loi correctrice
que Donatien évoquait aussi tout à l'heure. Et puis terminer vraiment avec 2 slides très courts, ben, je crois qu'il faut se rappeler que le droit ne fait pas que régir des rapports d'altérité supposés donnés et inlassablement renaissants. Il est aussi au nombre des rares discours culturellement construits qui fondent et structurent les sujets humains dans leur représentation d'eux-mêmes et des autres, dans l'élaboration des lois d'altérité qui aménagent des espaces de relation et non de confusion, amener des espaces de relation et non de confusion. C'est ce que j'espère pour cette nouvelle loi, citation que j'emprunte à Monette Taquin. Et puis vous annoncez déjà un congrès d'urgence psychiatrique à Bruxelles en septembre 2025. L'urgence est l'intense, est l'intense. Voilà, merci beaucoup. Place aux questions. Merci de votre attention à toutes et tous. Voilà, merci pour cette présentation. J'ai pointé quelques questions qui ont été, vous m'entendez, hein, posées dans le chat. Oui, donc il y avait une question, mais qui a été répondue, hein. C'était la question qu'il n'y avait pas de critères d'âge pour les procédures de mise en OPS, or aucun lieu d'accueil pour les mineurs de moins de 12 ans. Que faire pour ces jeunes? Je ne sais pas si vous vouliez compléter quand même par rapport à ça, parce que je pense que c'est une question assez importante. C'est vrai que c'est une question, en tout cas, qui est d'actualité, en tout cas au travers le groupe des mises en observation à Bruxelles, et qui est en tout cas en réflexion auprès des services concernés. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau-là, Gérald, ou quelqu'un d'autre. Ben, Donatien l'a évoqué tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de critères d'âge et je pense que ça fera partie de la loi correctrice. Et effectivement, on est quand même surpris de recevoir parfois des enfants de 8-9 ans en demande d'évaluation psychiatrique dans le cadre de la loi. À l'époque, c'était du 26 juin 90, aujourd'hui du 16 mai 2024. Et je pense que ça nécessite une grande réflexion. Sur bien le droit de ces personnes mineures d'obtenir des soins et de savoir qu'il n'y a pas d'autres modalités de les accrocher aux soins que l'utilisation de cette loi qui concerne essentiellement pour moi des personnes majeures pour différentes raisons, notamment la question de l'hypothèse de diagnostic. Ben, on le sait en psychiatrie, dans ce qui est bien dit, c'est qu'il faut attendre d'être majeur et parfois c'est même un peu tôt pour pouvoir valider une hypothèse diagnostique. Merci. Une autre question qui a été soulevée, c'était pour l'évaluation prolongée, donc l'évaluation des 48 heures. Le patient doit-il rester en salle d'isolement, en salle d'urgence, ou peut-il en sortir? Je pense que ce n'est pas précisé. Et donc la question, c'est justement une observation clinique. On peut imaginer aujourd'hui, quand on reçoit une personne pour une évaluation psychiatrique, eh bien, souvent c'est la personne qui l'amène et pendant cette période d'observation, eh bien, elle est de facto privée de liberté. C'est-à-dire que, mais on n'utilise pas encore l'observation clinique stipulée dans la nouvelle loi du 16 mai 2024. Là aussi, moi j'attends de voir la pratique comment les choses vont se passer. Mais je pense, et c'est ça qui me fait dire, et je sais que d'autres sont en désaccord avec cela, que c'est bien à partir du moment du début de l'observation clinique que commence le début de la période de privation de liberté, et que donc c'est à partir de ce moment-là que on compte les 40 jours si jamais la mesure devait être décidée par le substitut, puisqu'on est bien dans la procédure urgente pour cette période d'observation. Donc, a priori, je pense qu'on peut dire que il faut pouvoir évoquer l'idée que la personne d'observation clinique, est-ce qu'elle est privée de liberté ou pas? Ça dépendra des situations, mais j'imagine mal que quelqu'un où on est très inquiet pour lui, on le laisse partir comme ça en dehors de l'institution, quelle qu'elle soit, en se disant, bon ben voilà, on verra s'il revient ou pas. Mais Donatien n'était pas d'accord. Non, 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 moi j'ai la même interprétation. Pour moi, ça fait partie des 40 jours et pour moi, la personne est aussi privée de liberté et l'observation clinique doit prendre place dans ce qu'on appelle une institution résidentielle. Donc, encore une fois, le champ est assez large, mais ça ne peut pas se faire de manière ambulatoire. Ça, c'est une évidence. Voilà. Mais Ce qui si veut je peux me dire que permettre, je pense que on parle ici vraiment, est-ce que la personne doit rester dans une chambre d'isolement, donc
Dans la conversation, il y a plusieurs éléments qui sont évoqués, hein, mais ça, je suppose que ça dépendra de l'état de la personne et de l'évaluation médicale à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui est le plus adéquat. Mais évidemment, la laisser dans une chambre d'isolement, si son état ne le requiert pas, ça n'a aucun sens. La seule chose qui est précisée dans le cadre, c'est que ça doit avoir lieu dans une institution résidentielle. Et la lecture qu'on vous a dite maintenant, moi j'ai exactement la même lecture, c'est inclus, c'est repris dans les 40 jours, et il doit avoir une privation de liberté pour imposer les 48 heures d'observation clinique. Ok, merci. Petite précision sur les délais pour les décisions du juge de paix qui doit être rendu dans les 10 jours. Est-ce qu'on parle de 10 jours calendrier ou de 10 jours ouvrables? 10 jours calendrier. 10 jours calendrier donc, quand la procédure urgente est initiée, il faut une validation ou pas par le juge de paix dans les 10 jours calendrier. Et d'ailleurs, a priori, on ne parle qu'en jours calendrier dans le cadre de ces mesures-ci et pas de jours ouvrables, pour reprendre ton terme, Philippe. Ok, merci. Alors, Madame Cohen nous a apporté une information pour info et pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'intervention d'un avocat dès la privation de liberté. Il y a eu une réunion entre juges de paix, bureau d'aide juridique et parquet à Bruxelles pour discuter de la mise en place à terme d'une permanence avocat afin de permettre à la personne faisant l'objet d'une évaluation clinique de 48 heures d'être assistée par un avocat si elle le souhaite. En revanche, hors évaluation clinique, le parquet désigne un avocat lorsque l'expertise a été positivée et donc pas dès la privation de liberté, concomitamment à la saisine du juge par requête. Voilà, c'était une précision. Le fait de modifier la loi en ajoutant des institutions résidentielles agréées où pourrait se dérouler la mesure d'observation protectrice, est-ce une manière détournée, point d'interrogation, de venir répondre au manque de lits pour ces mesures? Donc, Donatien avait répondu à ça puisqu'il y a eu un merci. Oui, la vraie question, c'est de penser que si une institution demande une mesure de protection pour un de ses résidents, pour le dire comme ça, on pourrait imaginer une évaluation dans cette institution. Mais souvent, l'institution, elle demande ça parce que précisément quelque chose est intenable et qu'il faut avoir un lieu tiers d'accueil. Et on sait que c'est compliqué parce que ça peut mettre vraiment en difficulté différentes personnes concernant cela. Mais donc, je crois que dans certains cas, ce sera peut-être possible, mais ce sera exceptionnel et qu'il faudrait pouvoir réfléchir alors avec les hôpitaux psychiatriques pour les nommer, ou parfois peut-être les 48 heures pourraient se passer sans passer d'abord par la salle d'urgence, notamment pour un patient qui est bien connu par eux et qu'on pourrait tenter d'éviter le passage par des lieux qui sont quand même stressants, souvent exigus, où il y a un terme que je n'utilise plus, mais que tu utilisais, Philippe, cabanon, mais donc on dit plutôt chambre d'isolement, Oui, bien sûr. voire chambre d'apaisement, mais le mot chambre d'apaisement ne veut pas dire que on est dans un oasis de sérénité aux urgences quand on est dans ces chambres. Ça reste compliqué et qu'il faut garder les lieux d'urgence pour là où il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. Donc ce sera aussi important. Et donc je crois que la loi nous offre la possibilité d'être plus flexible, d'être plus créatif et que après, il faudra que chacun puisse s'en saisir afin d'offrir les meilleurs lieux, les lieux de soins les plus appropriés pour tenter d'éviter qu'on soit dans quelque chose de passé qui serait trait à la loi du 26 juin de Nantes et non pas de pas utiliser tout le potentiel de cette nouvelle loi, mais ça va dépendre des moyens que l'on reçoit, de la capacité à prendre des risques et du temps soignant aussi. Et on sait que tout ça n'est pas simple. Ok. Alors, je vois dans le chat ici d'autres questions. Est-ce que les patients sont-ils avertis de la possibilité d'intervention d'un avocat? Normalement, ils doivent l'être. C'est mieux. Non, ça fait partie des obligations. Ils doivent effectivement être informés. C'est vraiment des droits fondamentaux. Donc ça, ils doivent avoir l'info. Je vois la question suivante par rapport à la question du traitement volontaire sous condition
qui se ferait au départ des urgences psychiatriques, et puis après le fait que les institutions soient souveraines pour accepter ou pas, et également savoir s'il y a des financements spécifiques qui sont prévus. Donc, je vais d'abord commencer avec la question qui fâche. Il n'y a pas, à ce stade-ci, de financement spécifique qui a été prévu, puisque tout ça s'est fait, en tout cas en fin de législature, quand on était en affaires courantes. Par contre, c'est évidemment des choses qui sont prévues et qui devront être abordées avec les autorités pour voir les possibilités de financement. Donc, moi, je ne suis pas celui qui octroie les financements, donc je vous dis un petit peu, en tout cas, ce qui est prévu au niveau des démarches. Ce qui est également intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu une circulaire des procureurs généraux, ce qui veut dire que c'est vraiment les magistrats qui donnent un petit peu les consignes de travail à d'autres magistrats et comment procéder en termes de procédure, de manière de travailler par rapport au parquet. Et donc, ce qui est évoqué par rapport au traitement volontaire sous condition, ça, c'est une petite partie de la circulaire qui fait 20 pages, mais que vous pouvez facilement, en tout cas, trouver, ou alors, en tout cas, au niveau de la plateforme, ça, c'est quelque chose qui peut être transmis si vous le souhaitez, parce que je pense qu'au niveau de la plateforme, vous l'avez. Mais ce qui a été évoqué dans cette circulaire, c'est qu'a priori, ce qui s'attend, c'est que le traitement volontaire sous condition s'applique à des patients qui sont déjà connus de l'institution. Donc là, ça donne déjà des éléments de réponse en termes d'admission, ou par rapport à des patients qui seraient mineurs, avec qui le travail pourrait s'effectuer sous cette forme-là. Donc on imagine, en tout cas, les magistrats, le parquet général imagine que le traitement volontaire sous condition va être préférentiellement pour des patients déjà connus ou pour des mineurs. Voilà, donc ça, je peux répondre ça, je suis désolé, ce n'est pas une réponse complète, mais en tout cas, je peux répondre ça par rapport à cette question qui a été posée. Je ne sais pas si Gérald, lui, voulait compléter avec quelque chose ou pas. Non, pas spécialement, Donatien. Enfin, je sais juste qu'au niveau de l'INAMI, il y a une réflexion, il y a une demande, je pense, pour que si on veut favoriser le travail, notamment le traitement volontaire sous condition, et eu égard aux conditions présentes, la présence d'une maladie mentale et d'une affection psychiatrique, pardon, et d'une dangerosité, bien il est demandé qu'on puisse valoriser un tout petit peu cette consultation, au risque de ne pas trouver de psychiatres qui voudront faire ce travail délicat, avec du risque. Donc voilà, donc par rapport à ça, on attend des réponses de l'INAMI pour une meilleure valorisation de ce travail qui permettrait quand même d'éviter des hospitalisations. Donc il y a aussi cette idée-là. Très bien, je vous remercie. Nous sommes rattrapés par le temps. Nous allons conclure maintenant. Si je vous propose, si vous avez vraiment des questions qui vous tiennent à cœur encore, vous pouvez me les transmettre. Donc, je suis Philippe Blondiot pour la plateforme. Mon mail est dans le chat. Aussi également pour les, les histoires Inami, excusez-moi, je perds un peu le fil de mes mots. Pour les accréditations, vous pouvez également me transmettre vos coordonnées. J'essaierai peut-être de vous faire un mail de rappel aussi, si ça peut faciliter la vie à certains. Voilà, merci à tous pour votre participation. Je vais maintenant, pour conclure, passer la parole à Luc de Tavernier, notre directeur, qui va conclure cette session. Et à mon niveau, je vous en remercie. À bientôt. Je me permets juste, Luc, très très vite, je vais prendre 2 secondes. Il y a une question qui est importante, hein, c'est le plan de traitement volontaire sous condition est-il déjà en vigueur? Si oui, peut-il être demandé dans la rédaction des certificats circonstanciés? Et donc, il n'y a pas vraiment de point, c'est pas repris dans le certificat médical circonstancié, ce point du traitement volontaire sous condition, mais c'est bien évident qu'au moment de la rédaction, si on estime que c'est une mesure adéquate, il faut à ce moment-là pas hésiter à le rajouter. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a été repris stricto sensu dans le rapport médical circonstancié. Voilà, je te laisse enchaîner, Luc. Oui, merci beaucoup, Donatien, et merci, Gérald, pour vos interventions et cette magnifique présentation. Nous sommes bien conscients qu'il y a encore beaucoup de questions et j'ai vu que dans le chat, il y avait quelques questions encore très importantes, notamment celle du docteur Mouns, qui mériteront encore des réponses par la suite. Donc, on reviendra vers vous puisqu'on a enregistré le webinaire et donc on essaiera d'apporter des réponses adéquates. Mais il y a aussi des questions pour les autorités communautaires qui sont aussi parmi nous et que je remercie d'être là, qui vont certainement également faire l'objet d'encore des réflexions. Donc, merci à Gérald, merci à Donatien, merci à l'équipe de la plateforme qui a préparé ce webinaire. Merci aussi à Laura Cohen qui a bien
qui est magistrate et substitut du procureur du roi et qui participe tous les mois à nos réunions du groupe de travail de mise en observation pour son éclairage dans le chat. Merci beaucoup pour cela. Et comme l'a dit Philippe, si vous avez besoin d'accréditation, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande et surtout votre numéro INAMI pour qu'on puisse y répondre. Petite information de dernière minute, Gérald a fait la promotion d'un colloque prochain. Je voulais aussi vous dire que vous rappelez que la plateforme organise des séminaires régulièrement et que le prochain séminaire aura lieu le 20 février, jeudi 20 février, sur une thématique autour de l'éthique. Et peut-être qu'Ajar peut dire juste le titre de ce séminaire pour que je ne me trompe pas. Alors, je ne le connais pas par cœur, Luc, mais donc c'est l'éthique de la concertation autour du patient vulnérable. Donc, comment associer le patient dans les concertations, dans le travail en réseau. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour cette information. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur notre site internet et vous inscrire nombreux pour ces séminaires qui ont toujours beaucoup de succès. Merci à vous tous, excellente soirée et à très vite avec de nouvelles informations sur ce nouveau dispositif légal. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.